Ma femme, avec qui j'ai partagé 39 ans de ma vie, est décédée un mardi matin de février, et la maison n'a plus jamais eu le même son après ça. Sylvie Dubois s'est éteinte paisiblement, exactement comme elle l'aurait voulu. Pas de drame, pas d'agitation. Elle s'était battue contre un cancer du sein pendant 14 mois, et à la fin, c'est le cancer qui a gagné. Mais elle ne s'est jamais plainte. Pas une seule fois. C'était tout Sylvie, le genre de femme à s'excuser de prendre de la place dans un lit d'hôpital. J'ai tenu sa main jusqu'à ce qu'elle devienne immobile. Je suis rentré chez moi seul, je me suis assis dans la cuisine, toujours avec mon manteau, et j'ai fixé la cafetière pendant 2 heures parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Son nom est surtout dans cette maison. Les étiquettes d'adresse de retour qu'elle commandait en gros. Son écriture sur les fiches de recettes dans le tiroir. La photo sur le réfrigérateur où elle rit à une de mes blagues qui n'était même pas si drôle que ça. Je m'appelle Richard Dubois. J'ai 68 ans. Je vis dans une maison traditionnelle de 3 chambres, rue des Tilleuls, à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Une maison que Sylvie et moi avons achetée en 1991, l'année où notre fils Thomas a fêté ses 4 ans. Thomas a grandi dans cette maison, a joué au basket dans cette allée, et a mangé 30 ans de repas de Noël à cette table. Il a été la première personne que j'ai appelée, 18 mois après la mort de Sylvie, quand mon monde s'est effondré pour la 2e fois. C'était un jeudi matin de fin septembre. Une journée fraîche et dégagée qui vous rendait plein d'espoir sans aucune raison. J'étais allé chez l'urologue 3 semaines auparavant pour ce que je pensais être une visite de routine. Une envie pressante, un léger inconfort, rien de catastrophique. Mon médecin, le docteur Lefebvre, au CHU Pellegrin, avait prescrit une biopsie après que mon taux de PSA soit revenu élevé. Je m'étais dit que ce n'était rien. Chez les hommes d'un certain âge, un taux de PSA élevé, ça arrive tout le temps. L'infirmière a appelé alors que j'étais assis dans le jardin avec mon café, regardant un rouge-gorge sur le poteau de la clôture. Elle a dit que le docteur Lefebvre avait besoin de me voir l'après-midi même. Elle l'a dit avec ce ton particulier. Mesuré, prudent, pas méchant. Le genre de ton qui vous met au courant avant même d'arriver. Cancer de la prostate de stade 3. Sous-type agressif. Le traitement devait commencer dans le mois. Je suis resté assis dans cette salle d'examen pendant un long moment après le départ du docteur Lefebvre. Les murs étaient de cette couleur beige que les hôpitaux semblent légalement tenus d'utiliser. Il y avait une affiche plastifiée sur l'importance des dépistages annuels. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. J'avais 66 ans, j'étais veuf depuis 18 mois, et on venait de m'annoncer que mon corps faisait de son mieux pour rejoindre ma femme plus tôt que prévu. Dans le parking, je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes. Puis j'ai appelé Thomas. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Salut, papa. »« Quoi de neuf ?» Thomas, ma voix a vacillé. « J'ai des nouvelles. » »« De mauvaises nouvelles. » Je viens de sortir du cabinet du docteur Lefebvre. Ils ont trouvé un cancer. Prostate, stade 3. Je dois commencer un traitement assez vite. Un long silence s'est installé. Le genre de silence où l'on ne réfléchit pas, mais où l'on prend des décisions. Papa. Un autre silence. Écoute. C'est. Waouh, ça fait beaucoup. Oui, ai-je répondu, ça l'est. Je veux dire, tu es sûr? Il t'a expliqué toutes les options? Oui. On a parlé un moment. Radiothérapie et hormonothérapie pour commencer, peut-être une opération par la suite, selon la façon dont ça réagit. Silence. Je pouvais entendre un bruit de fond. De la vaisselle, peut-être. Le son de sa fiancée, Camille, quelque part à proximité. Papa, je ne sais même pas quoi dire. Le timing de tout ça est juste. C'est vraiment un très mauvais timing. Je me souviens avoir pensé qu'il n'y avait pas de bon timing pour un cancer. Camille et moi, je veux dire, on est en plein dans les préparatifs du mariage en ce moment. L'acompte pour le domaine, les contrats avec le traiteur, la réservation du voyage de noces. On a 6 mois d'organisation devant nous et c'est littéralement un 2e travail. Je ne peux tout simplement pas prendre autre chose en charge en ce moment. Je ne peux vraiment pas. Quelque chose en moi est devenu très silencieux. Pas froid, pas en colère, juste silencieux. Comme une pièce d'où l'on aurait retiré tous les meubles.
Je ne te demande pas de prendre ça en charge, ai-je dit lentement. Je te dis que j'ai un cancer et... Je t'entends, papa, vraiment. Mais tu es fort. Tu as toujours été la personne la plus capable que je connaisse. Tu vas trouver une bonne équipe au CHU Pellegrin. Tu vas suivre le traitement et tu vas t'en sortir. Tu as tes amis du quartier. Et François ou Bernard du Rotary Club? Tu ne manques pas de monde. François a 72 ans et une mauvaise hanche. Bernard est dans un établissement spécialisé pour la maladie d'Alzheimer à Pessac. Thomas. Papa, je t'aime, mais je ne peux pas faire ça maintenant. Pour Camille, ça ajouterait tellement de stress à une période qui est déjà vraiment angoissante. On peut en reparler dans quelques semaines, une fois que les histoires de réservation du domaine se seront calmées. J'ai regardé par le pare-brise dans ce parking. Un homme rangeait ses courses dans la voiture en face de moi. Des choses normales d'un mardi après-midi. Bien sûr, ai-je dit. On en reparlera dans quelques semaines. Je n'ai pas pleuré en raccrochant. J'ai juste pris un autre genre de note mentale. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur le traitement du cancer de la prostate, parce que c'est important pour cette histoire et parce que trop d'hommes ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Le cancer de la prostate de stade 3, également appelé cancer de la prostate localement avancé, signifie que la tumeur s'est développée au-delà de la glande prostatique elle-même, mais ne s'est pas encore propagée à des organes distants. Le protocole de traitement standard pour un cas agressif comme le mien implique une combinaison de radiothérapie externe, généralement administrée 5 jours par semaine pendant 7 à 9 semaines, et d'un traitement par privation androgénique, communément appelé hormonothérapie. Ce traitement agit en réduisant drastiquement les niveaux de testostérone, car les cellules du cancer de la prostate s'en nourrissent. Les effets secondaires sont considérables. Une fatigue qui vous donne l'impression de vous mouvoir dans du béton frais, des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur, une perte de densité osseuse avec le temps. Et une forme particulière de solitude qui vient du fait que votre propre corps se retourne contre vous d'une manière que vous ne pouvez expliquer à personne. J'ai commencé le traitement la première semaine de novembre. Mon oncologue radiothérapeute était la Dr Ben Ali, à l'Institut Bergonié sur le cours de l'Argonne. Elle était minutieuse, directe, et possédait cette chaleur particulière propre à ceux qui ont choisi une profession les obligeant à annoncer les pires nouvelles le meilleur jour de la vie de quelqu'un. J'ai conduit moi-même pour chaque rendez-vous. 56 séances de radiothérapie réparties sur 11 semaines, incluant une pause pour les fêtes de fin d'année, que le cancer, lui, n'a pas respecté. Les matins où je me sentais trop fatigué pour me lever, je pensais à Sylvie. Au fait qu'elle ne m'avait jamais demandé de l'accompagner à ses traitements, qu'elle préparait un livre et ses lunettes de lecture en faisant passer ça pour une simple course. Elle était bien plus courageuse qu'on ne l'a jamais reconnue. Je ne le savais pas encore, mais j'allais comprendre exactement ce qu'elle avait ressenti. Thomas s'est marié un samedi d'avril dans un domaine viticole près de Saint-Émilion. Je le sais parce que j'ai reçu une invitation par la poste. Du papier cartonné épais, un lettrage à la feuille d'or, le genre de faire-part qui coûte 4 € l'unité à imprimer. Je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine et je l'ai regardé tous les matins pendant 2 semaines. Je n'y suis pas allé, et ce n'était pas par mesquinerie. J'étais en plein milieu de mon hormonothérapie et j'étais épuisé d'une manière difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Mais au-delà de la fatigue, je n'avais tout simplement pas eu de nouvelles de mon fils depuis cet appel téléphonique d'octobre. Pas une seule fois. Pas un texto pour demander comment se passait le traitement. Pas un appel pour savoir si je mangeais. Rien. Camille m'a envoyé une carte de Noël. Il y avait un chien dessus. Joyeuse fête, Richard, avec l'écriture de Camille, et le nom de Thomas signé en dessous comme après coup. Ce fut l'étendue totale de nos communications familiales pendant mes 8 mois de traitement contre le cancer. Ma voisine, Martine Blanc, une institutrice à la retraite qui habite 4 maisons plus loin et que je connaissais à peine avant tout cela, a commencé à laisser des plats couverts sur le pas de ma porte 2 fois par semaine. Les dîners du mardi et les déjeuners du jeudi. De la soupe au poulet, un gratin de pâtes, et une fois un bœuf bourguignon qui m'a fait m'asseoir à table et manger comme un être humain pour la première fois depuis des semaines. J'ai laissé un mot de remerciement dans sa boîte aux lettres. Elle l'a balayé de la main comme si je l'avais remercié de respirer. Les gars de mon groupe paroissial de l'église Saint-Seurin du jeudi matin se sont relayés pour me conduire à mes rendez-vous quand la fatigue devenait trop forte. Gérard Michaud, 64 ans, électricien à la retraite, racontait des blagues nulles pendant tout le trajet, à chaque fois.
J'attendais ces blagues avec plus d'impatience que je ne pourrais le dire. Je ne le savais pas alors, mais j'étais en train de me construire une famille. Elle ne portait simplement pas mon nom de famille. Mes examens de contrôle en juillet ont montré que la tumeur avait réagi. La docteure Ben Ali a utilisé l'expression « réponse favorable au traitement ». Elle est prudente avec les mots et n'utilise pas le terme « rémission » à la légère, mais elle souriait en le disant. En août, 1 an après le diagnostic, mon taux de PSA avait chuté pour devenir presque indétectable. Je suis allé sur le pas de la porte de Martine, j'ai frappé, et je le lui ai dit. Elle a fondu en larmes, m'a attrapé par les bras et a dit « Richard Dubois, vous êtes l'homme le plus têtu que j'ai jamais rencontré de ma vie. » Et je dis ça comme le plus grand compliment possible. Nous avons fêté ça avec une citronnade maison sur sa terrasse et une assiette entière de ses tartelettes au citron. Ce fut l'une de mes meilleures soirées de mémoire récente. 2 ans après le diagnostic, j'étais guéri de mon cancer. La vie s'était installée dans une routine à laquelle je ne m'attendais pas. C'était bien. Pas bien comme à l'époque de Sylvie. Ça, c'était un autre genre de bien, irremplaçable. Mais c'était sincèrement et tranquillement bien. J'avais retrouvé mes habitudes. Je faisais des nuits complètes. J'avais recommencé à aller à la salle de sport. Rien d'héroïque, juste de l'elliptique 3 matins par semaine et un peu de musculation légère. J'avais Martine au bout de la rue, le groupe du jeudi, une rotation solide de personnes qui étaient là non pas parce qu'elles le devaient, mais parce qu'elles le choisissaient. Thomas et moi avions échangé peut-être 11 textos en 2 ans, principalement pour les anniversaires et les fêtes. Le genre d'échanges qui sont techniquement de la communication, mais émotionnellement le néant. Je ne pensais pas beaucoup à mon fils au quotidien. Ça semble plus dur à dire que ça ne l'est. Quand quelqu'un vous montre qui il est, clairement et totalement, le chagrin que cela suscite a un début et une fin. J'avais fait mon deuil. Ce qui restait n'était que la reconnaissance lucide de la réalité. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas qu'un mardi matin d'octobre, 2 ans presque jour pour jour après mon diagnostic, mon téléphone sonnerait avec un numéro que je reconnaîtrais immédiatement. Et je ne savais pas que tout ce que j'avais construit durant ces 2 années paisibles allait être mis à l'épreuve. L'appel est arrivé à 9h17 du matin. Je connais l'heure car j'étais en train de faire des œufs brouillés et j'ai dû poser la poêle. Le nom de Thomas s'affichait sur l'écran. Pas un texto, pas un message d'anniversaire, un vrai appel téléphonique. Je suis resté là à le regarder pendant 3 sonneries entières. Thomas ? Papa. Sa voix sonnait faux, épaisse, tremblante. Pas l'assurance répétée que j'avais entendue lors de nos rares appels ces 2 dernières années. Papa, il faut que je te parle. D'accord. J'ai eu un accident la semaine dernière. J'étais sur l'autoroute A10 en rentrant d'un rendez-vous client, et un camion a grillé un feu rouge sur la bretelle d'accès. C'était violent, papa. Vraiment violent. Fracture de la clavicule, 3 côtes cassées, des hématomes internes. Je suis resté à l'hôpital pendant 4 jours. Je suis rentré chez moi maintenant, mais je n'ai pas le droit de conduire. Je ne peux pas monter les escaliers. Je ne peux pas vraiment cuisiner. Est-ce que tu vas bien, ai-je demandé, et je le pensais. Quoi qu'il y ait eu entre nous, c'était mon fils, et quelque chose en moi a réagi avant même que je ne puisse y penser. Je m'en remettrai avec le temps, mais pour l'instant, je suis pratiquement inutile. Et le truc, c'est que, sa voix s'est brisée. Elle s'est vraiment brisée, la première fois que j'entendais Thomas pleurer depuis qu'il avait 12 ans et que son chien était mort. Camille est partie. Papa, un blanc. Elle est partie 2 jours après mon retour de l'hôpital. Elle a dit. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas gérer le fait d'être mon aide-soignante, que ce n'était pas ce pourquoi elle avait signé. Elle a fait ses valises, elle est partie s'installer chez sa mère et m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle me recontacterait pour l'appartement. J'ai posé la spatule sur le plan de travail. Un texto. Après 18 mois de mariage, après les acomptes pour le domaine, les contrats de traiteur et l'organisation du mariage qui était un 2e travail. Un texto. Thomas, je suis désolé. C'est une chose terrible à traverser. Papa, je n'ai personne. Les mots sont sortis, bruts et sans filtre, d'une manière que je n'avais pas entendue de sa part depuis des années. Littéralement. Mes amis, mes collègues de travail, ils ont pris des nouvelles les premiers jours et maintenant je suis juste. Je ne peux rien soulever.
Je ne peux pas conduire. Je peux à peine me doucher sans avoir mal. Je mange des trucs livrés depuis 6 jours. Il s'est arrêté. Papa, est-ce que tu pourrais venir? Pourrais-tu venir rester quelque temps? Juste le temps que je me remette sur pied. Tu es à la retraite. Tu as le temps. Et j'ai vraiment besoin de quelqu'un en ce moment. La voilà. La demande qui se profilait depuis la première sonnerie du téléphone. J'ai besoin de quelqu'un en ce moment. La cuisine était très silencieuse. Les œufs refroidissaient dans la poêle. Dehors, une voiture descendait lentement la rue des Tilleuls. Des choses normales d'un mardi matin. J'ai repensé à ce parking à Bordeaux. Au mur beige du cabinet du docteur Lefebvre. Aux 56 séances de radiothérapie étalées sur 11 semaines. Chacune d'entre elles où j'ai conduit seul, ou avec Gérard Michaud et ses blagues nulles. La carte de Noël avec le chien dessus. Joyeuse fête, Richard. J'ai pensé à Martine Blanc, laissant un plat couvert sur mon porche alors qu'elle me connaissait à peine, mais qui a choisi d'être là quand même. À Gérard, faisant 40 minutes de trajet aller-retour 2 fois par semaine pendant des mois. Au groupe du jeudi, assis avec moi en attendant des résultats qui auraient pu basculer d'un côté comme de l'autre. J'ai repensé à ce que Thomas m'avait dit au téléphone, ce fameux mois d'octobre 2 ans plus tôt. Pas les mots exacts. Je n'avais pas besoin de me les repasser, mais j'en avais gardé la forme. Je ne peux pas prendre autre chose en charge en ce moment. Le mariage est trop important. Tu vas t'en sortir. Et j'ai pensé à quelque chose que la docteure Ben Ali m'avait dit au début de mon traitement, alors que je luttais contre la fatigue et ce qui me semblait être l'injustice de traverser ça tout seul. Elle m'avait dit, Richard, l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre guérison, c'est d'être honnête concernant vos limites. Le stress n'est pas neutre. Il a un effet chimique sur votre corps. Protégez votre tranquillité d'esprit comme si c'était un remède. Parce qu'en ce moment, ça l'est. J'ai pris une lente inspiration. Thomas, ai-je dit, je ne peux pas gérer ça en ce moment. Silence complet. Ces quelques mots étaient devenus miens. Ces mots à lui, ces mots exacts, rendus avec le même calme qu'il avait utilisé 2 ans auparavant, alors que j'étais assis dans un parking avec un diagnostic de cancer et les mains tremblantes. Le silence s'est prolongé. Papa, j'ai des choses à gérer. Ma voix était posée. Ni froide, ni même cruelle. J'ai ma routine, mes proches, mes rendez-vous. J'ai une vie que j'ai construite pendant que tu planifiais un mariage, et je ne suis pas en position de tout laisser tomber. Tu es sérieux là, papa? Je le suis. Je suis blessé. J'ai eu un accident grave. J'ai des côtes cassées, une clavicule fracturée, et ma femme vient de me quitter. Je n'ai personne. Je sais, ai-je répondu. Je sais exactement ce que ça fait. Ça a fait mouche. J'ai pu entendre que ça avait fait mouche. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, ai-je dit. Mais c'est la vérité. Un autre silence. Plus long cette fois. Papa, je sais. Je sais que je n'ai pas été là pour toi comme j'aurais dû l'être. D'accord, je le sais. Je le sais depuis un moment, mais j'avais 29 ans, j'étais dépassé et j'ai pris une mauvaise décision. Je ne peux pas revenir en arrière pour la changer. Non, ai-je approuvé. Tu ne peux pas. Tu vas juste me laisser tout seul parce que j'ai fait une erreur il y a 2 ans. J'ai tiré un tabouret près de l'îlot de la cuisine et je me suis assis. C'était une conversation qui méritait qu'on s'assoie. Thomas, écoute-moi bien. Je ne te laisse pas seul. Je suis en train de te dire que je ne peux pas mettre ma vie entre parenthèses et conduire jusqu'à chez toi pour devenir ton aide-soignant tout de suite, sur un simple coup de fil un mardi matin. C'est différent. En quoi c'est différent? Parce que ce que je ne fais pas, c'est te dire que tu dois te débrouiller tout seul et raccrocher le téléphone. Ce que je ne fais pas, c'est envoyer une carte de Noël avec un chien dessus en appelant ça avoir l'esprit de famille. Je te dis ce que je peux et ce que je ne peux pas faire, et on a une conversation honnête à ce sujet. C'est différent. Un long silence. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire? Et c'est là que l'histoire bascule. Je ne le savais pas encore, mais cette question, cette petite question pleine d'humilité, était la première chose honnête que Thomas m'avait dite en 2 ans.
Je t'appellerai, ai-je dit. Tous les jours pendant ta convalescence, je m'assurerai que tu ne traverses pas ça sans entendre une voix familière. Je vais chercher à savoir ce dont tu as réellement besoin. Pas ce qu'il est le plus facile pour moi de donner, mais ce dont tu as véritablement besoin, et nous trouverons des solutions concrètes. J'ai besoin de quelqu'un ici, papa. Alors on trouvera quelqu'un pour être là. Thomas, j'ai plus de contacts dans cette ville que tu ne le penses. J'ai un réseau de personnes qui m'ont aidé à traverser quelque chose qui a failli me tuer. Et certaines d'entre elles ont exactement le temps et les ressources nécessaires pour t'aider à trouver le bon soutien. Une auxiliaire de vie au minimum. Quelqu'un pour faire les courses, t'aider avec les repas, prendre de tes nouvelles. Ce n'est pas impossible à organiser. Ce n'est pas comme la famille. Non, ai-je dit doucement. Ça ne l'est pas. Les œufs étaient froids. Je n'y ai pas touché. Thomas, est-ce que tu veux parler de ce qui s'est passé? Pas il y a 2 ans. Mais maintenant, ton mariage, l'accident, ce qui t'arrive réellement? Une longue pause. Ouais, a-t-il dit, et sa voix s'est à nouveau brisée, plus faiblement cette fois. Ouais, je crois que j'en ai envie. Nous avons parlé pendant 2h40 ce matin-là. J'ai appris des choses que j'ignorais. Que Thomas et Camille avaient des problèmes bien avant l'accident. Que ce mariage qui était trop important pour qu'ils me viennent en aide servait à masquer les fissures dans leur fondation depuis le début. Que Thomas était en thérapie depuis 8 mois, travaillant discrètement sur des choses qu'il ne savait pas comment nommer. Qu'il avait pensé à m'appeler des dizaines de fois en 2 ans, sans savoir comment entamer la conversation. Je lui ai parlé de mon traitement. Pas de toute l'histoire, cela prendrait plus d'un appel, mais assez. Je lui ai parlé du parking. Je lui ai parlé des tartelettes au citron de Martine. Je lui ai parlé des blagues nulles de Gérard. À un moment donné, Thomas a dit « Je ne savais pas que c'était si dur, papa. » Je sais, ai-je répondu. C'est bien ça, le problème. Pas pour être cruel, c'était juste la vérité. À la fin de l'appel, je lui ai dit que je contacterais une femme de ma paroisse qui avait passé des années à mettre en relation des personnes pour des soins de convalescence à domicile. Je lui ai dit que je l'appellerais le lendemain. Je lui ai dit que la porte de cette relation n'était pas fermée, mais qu'elle allait devoir se construire différemment, ou ne pas se construire du tout. Différemment comment, a-t-il demandé. Honnêtement, ai-je répondu. À partir de maintenant, on se dit la vérité. Même quand c'est gênant, même quand le timing est mauvais. On n'envoie pas de carte de Noël avec des chiens dessus en appelant à garder le contact. Un petit bruit, peut-être un rire, peut-être autre chose. D'accord, papa. Repose-toi bien. Mange quelque chose qui ne t'est pas livré dans un sac. Ouais. D'accord. J'ai raccroché, je suis resté assis dans la cuisine un moment, j'ai regardé les œufs froids, je me suis levé et j'en ai fait une nouvelle poêlée. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris mon petit déjeuner à table comme un homme qui a un endroit où aller. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, rendez-nous un petit service. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais ça ne vous coûte rien et ça signifie tout pour nous. Merci du fond du cœur. Je l'ai appelé le lendemain, et le jour d'après, et encore le jour suivant. Mon contact à la paroisse, une femme nommée Béatrice Lemaire, qui a organisé plus de réseaux d'entraide que je ne pourrais en compter, a mis Thomas en relation avec une agence d'aide à domicile réputée en moins de 48 heures. Une aide-soignante certifiée du nom de Daniel a commencé à passer tous les matins en semaine, pour l'aider à préparer les repas, suivre ses médicaments et l'assister dans ses déplacements basiques pendant que ses côtes guérissaient. Thomas l'a trouvé d'une efficacité redoutable, et je lui ai dit que c'était exactement ce dont il avait besoin. Au fil des semaines, quelque chose a changé entre nous, lentement, pas de façon spectaculaire. Ce n'est pas un film où la musique monte en crescendo et où tout le monde pleure dans un aéroport. C'était plus calme que ça, avec une honnêteté progressive. La première semaine, il s'est surtout plaint des choix de repas de Daniel. La deuxième semaine, il a commencé à me poser des questions sur la radiothérapie, sur ce que la fatigue faisait vraiment ressentir, sur la façon dont j'avais géré les 18 mois de solitude après le décès de Sylvie. La troisième semaine, il a pleuré au téléphone pendant 20 minutes en parlant de Camille, non pas de son départ, mais de ce dont il s'était rendu compte, une fois partie, elle lui manquait déjà bien avant de faire ses valises. Je crois que je l'ai épousée en partie parce que j'avais peur, m'a-t-il dit lors de l'un de ses appels.
Après la mort de maman, je voulais juste que tout soit en ordre. La maison, le travail, la femme, toutes les cases cochées. Comme si tout semblait parfait de l'extérieur, je n'aurais pas à ressentir à quel point j'allais mal à l'intérieur. Thomas, ai-je dit, c'est l'une des choses les plus honnêtes que tu m'aies jamais dites. Et je suppose que c'était vrai. Je lui ai parlé des derniers mois de Sylvie. De ce que c'est que de regarder quelqu'un qu'on aime plus que tout décliner, et de l'impossibilité de se préparer au silence qui suit. Du fait que la maison de la rue des Tilleuls avait toujours son écriture sur les fiches de recettes, et que je n'avais pas l'intention de changer ça. J'aurais dû être plus présent après la mort de maman, a-t-il avoué. Je ne savais pas comment gérer le deuil. J'ai fui. Tu avais 28 ans et tu venais de perdre ta mère, lui ai-je répondu. On peut le comprendre. Mais on peut aussi être honnête sur le fait que ça m'a laissé seul à un moment où j'en avais besoin. Les deux choses sont vraies, a-t-il dit. Les deux choses, ai-je acquiescé. C'était la conversation que j'attendais d'avoir depuis 2 ans. Et elle n'a eu lieu que parce que je n'ai pas conduit pendant 3 heures pour lui faciliter la tâche et lui permettre de l'éviter à nouveau. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose, parce que cette histoire ne concerne pas seulement ce que Thomas a fait ou ce que j'ai fait. C'est bien plus vaste. Nous vivons dans une culture qui nous dicte que la loyauté familiale implique une disponibilité illimitée. Que l'amour est synonyme d'effacement de soi. Que si quelqu'un souffre, peu importe ce qu'il a fait, peu importe la façon dont il vous a traité dans votre propre souffrance, la chose juste, morale, aimante à faire, c'est d'être là et d'encaisser. Ce n'est pas de l'amour. C'est du conditionnement. Le véritable amour, celui qui est durable et qui donne la vie, exige de l'honnêteté. Il exige que les gens soient responsables les uns envers les autres. Il exige que l'on soit prêt à dire « ce que tu as fait a eu de l'importance » et on ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas. Et c'est en fait comme ça qu'on arrive à quelque chose de vrai. Quand Thomas m'a dit « je ne peux pas gérer ça en ce moment », alors que moi, son père, je venais d'être diagnostiqué d'un cancer, il ne passait pas juste une mauvaise journée. Il révélait un schéma de comportement, une façon d'interagir avec les personnes de sa vie qui privilégiait son propre confort au détriment de leurs besoins réels. Ce schéma ne se serait pas amélioré en étant accommodé. Il s'est amélioré en étant nommé. Mes mots, je ne peux pas gérer ça, n'étaient pas une vengeance. C'était un miroir. C'était moi refusant d'encourager un comportement de disponibilité infinie et inconditionnelle envers quelqu'un qui n'avait pas encore appris que les relations exigent de la réciprocité. Poser cette limite n'était pas la fin de notre relation. C'était le début d'une relation honnête. Il y a une différence entre punir quelqu'un et se protéger soi-même. Je ne punissais pas Thomas. Je protégeais la vie que j'avais construite, mes habitudes, ma communauté, ma santé, ma paix. Ces choses qu'il m'avait fallu tout donner pour reconstruire pendant qu'il signait des contrats de traiteur. J'étais aussi, qu'il le sache ou non à l'époque, en train de lui offrir le cadeau le plus utile qu'un parent puisse faire à un enfant adulte, l'expérience des conséquences de ses actes. Sans cela, on n'apprend pas à faire de meilleurs choix. On apprend juste qu'il y aura toujours quelqu'un pour amortir le choc. Thomas a 38 ans. Il est tout à fait capable d'apprendre, mais il n'aurait pas commencé sans ces quelques mots. Cela fait 4 mois depuis ce premier coup de téléphone. Thomas est physiquement rétabli. Les côtes se sont bien ressoudées. La clavicule a nécessité plus de temps, mais il a recommencé à conduire et à travailler. Il suit toujours sa thérapie. Il ne voit personne, ce qui, je pense, est une chose juste et bonne. Nous nous parlons 3 fois par semaine maintenant. Non pas parce que l'un ou l'autre a déclaré la réconciliation officielle et sorti les cotillons, mais parce que nous avons pris l'habitude d'être honnêtes. Et l'honnêteté, il s'avère, demande à être entretenue. Il est venu à Bordeaux passer un grand week-end à la maison fin novembre. C'était la première fois qu'il revenait dans la maison de la rue des Tilleuls en 3 ans. Il est entré et est resté un moment dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Tout est pareil, a-t-il dit. La plus grande partie, ai-je répondu. Martine est passée pour une partie de la soirée. Le groupe du jeudi est venu faire un tour. Gérard a apporté une tarte qui était, pour être franc, un peu ambitieuse pour un homme qui prétend ne pas savoir pâtisser. Béatrice de la paroisse est passée aussi. Cette poignée de gens qui avaient été là quand personne ne le leur demandait. Thomas a observé tout ça avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer.
Après que tout le monde soit rentré et que nous étions en train de faire la vaisselle, il a dit : « Tu t'es construit toute une vie, n'est-ce pas ? » « Il le fallait, ai-je dit. »« Je suis content pour toi, a-t-il ajouté. »« Je le suis vraiment. » Et je l'ai cru. Nous n'en sommes pas là où nous étions avant la mort de Sylvie. Nous n'y arriverons peut-être jamais. Cette version de notre famille a existé dans une fenêtre de temps et de circonstances bien précises. Et cette fenêtre est fermée. Mais nous sommes quelque part de vrai, d'authentique. Et cela a plus de valeur à mes yeux que la version qui avait l'air parfaite de l'extérieur. Si vous écoutez ceci et que vous êtes dans la position où je me trouvais, si vous traversez une épreuve grave et que les personnes qui devraient être à vos côtés ont décidé que leur confort passait avant, je veux vous dire ceci clairement. Vous n'êtes pas obligé de fabriquer du pardon avant que quelqu'un ne l'ait mérité. Le pardon n'est pas une pièce de théâtre que l'on joue pour rassurer les autres. C'est un processus. Il se produit quand il se produit, s'il se produit, selon votre propre rythme et celui de personne d'autre. Vous avez le droit de vous construire une vie qui ne tourne pas autour de gens qui ont choisi de ne pas faire partie de la vôtre. Les voisins, les amis, les groupes du jeudi, les Martine Blanc de ce monde, les gens qui vous choisissent sans y être obligés. Ces relations ne sont pas des lots de consolation. Ce sont les vraies relations. Et si ceux qui vous ont abandonné reviennent, comme ils le font souvent, en demandant ce qu'ils ont refusé de donner, vous avez le droit de faire une pause. Vous avez le droit de respirer. Vous avez le droit de décider ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, de le dire honnêtement et de le penser vraiment. Quelques mots peuvent tout changer. Non pas parce qu'ils sont intelligents, ni parce qu'ils sont cruels, mais parce que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire, c'est de tendre un miroir à quelqu'un et de le laisser enfin voir à quoi ressemble son propre reflet. Je m'appelle Richard Dubois. J'ai 68 ans, je suis guéri du cancer et je construis quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. Et je vais très bien.